mais precoce o diagnóstico, maiores são as possibilidades de sucesso no tratamento. Estamos falando do autismo, um desafio para psicólogos, médicos, autoridades da saúde e, sobretudo, para os pais. Cidadania convidou uma das maiores autoridades mundiais no assunto, a psicóloga clínica, professora da Universidade de Toulouse, França, Bernadette Roger. Em um reconhecimento ao seu trabalho de pesquisa e atuação em defesa dos autistas, ela ganhou a mais alta condecoração do seu país, a Medalha da Legião de Honra. Soyez-vous bienvenue. É uma grande honra para nós tê-la aqui no estúdio. A senhora afirmou o seguinte quando recebeu essa medalha: no campo do autismo é crucial inovar e descartar as velhas ideias, as ideias preconcebidas que são difíceis de serem abandonadas. J'ai prononcé cette phrase parce que j'ai connu la période durant laquelle l'autisme était considéré comme une pathologie réactionnelle à de mauvais soins qui étaient donnés par la maman. Et dans ce contexte, les enfants n'étaient pas beaucoup aidés et les mamans étaient culpabilisées, les mamans et les parents d'une manière générale. C'est cette théorie psychanalytique qu'on appliquait à la connaissance de l'autisme que j'ai qualifiée de poussiéreuse parce que depuis cette période, on a progressé dans le domaine scientifique et on a pu montrer que l'autisme était un trouble neurodéveloppemental et que si l'enfant ne communiquait pas bien avec son entourage, c'est parce qu'au départ, il n'a pas les outils pour communiquer. Et on n'avait donc pas à culpabiliser les mamans qui elles-mêmes sont mises en difficulté par un enfant qui ne répond pas correctement à leurs sollicitations. Mas o professor Kanner, já há mais de 40 anos, disse: pais, eu vos absolvo. On peut dire que l'autisme est un trouble qui a une origine multifactorielle. Essentiellement, on a montré qu'il y avait des gènes, donc la génétique est impliquée, mais on sait très bien qu'une pathologie n'émerge pas directement à partir d'un gène qui aurait des anomalies, mais que la pathologie se constitue à partir d'un ensemble d'influences réciproques entre des facteurs génétiques, des facteurs d'environnement, mais l'hypothèse de la dépression maternelle qui induirait l'autisme a été sérieusement rejetée par les travaux qui ont été menés. On peut dire que la dépression maternelle coexiste souvent avec l'autisme, mais l'effet se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que la maman qui est confrontée à un enfant qui est difficile à élever parce qu'il ne répond pas aux mêmes signaux que les autres enfants, quand on veut l'apaiser, il se met à hurler, quand on veut le câliner, il repousse. C'est un enfant qui est complètement déstabilisant et quelquefois, il pleure beaucoup la nuit parce qu'il dort très mal. On peut comprendre donc que les mamans soient un peu fatiguées, déprimées, parce qu'elles ont un sentiment de ne pas y arriver. Acho que seria ilustrativo se a senhora nos contasse um pouco da história do autismo, de quando ele foi identificado lá em 1911 por Eugen Bleuler até os dias de hoje. Donc l'autisme a été décrit la première fois par Kanner, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, en 1943. Ce qui est intéressant, c'est que Kanner déjà avait cette idée que l'autisme avait été... À l'époque, on utilisait le terme inné. On l'utilise moins aujourd'hui, mais il disait l'autisme, c'est un désordre inné de la communication, c'est un déficit inné chez l'enfant pour communiquer. Et paradoxalement, lui qui avait dit cela, par la suite, il s'est intéressé aux parents
Et il a vu des parents, quelquefois, qu'il trouvait un peu froid. Il a parlé des mères réfrigérateurs. Or, ces mères, elles étaient peut-être déprimées, comme je l'ai expliqué, pour de bonnes raisons. Ou alors, elles avaient peut-être ce que l'on appelle le phénotype élargi, c'est-à-dire que l'autisme ayant une composante génétique, quelquefois, les parents, sans avoir tout le syndrome complet, ont quelquefois des particularités qui ressemblent à celles de l'enfant. Et vous évoquez Bleuler, parce que Bleuler, c'est lui qui avait décrit l'autisme. Seulement, il l'avait décrit dans un autre contexte, qui était celui de la schizophrénie. Il avait décrit l'autisme qui est le retrait sur soi, le repli sur soi que l'on voit chez les patients schizophrènes. Et donc, dans ce contexte-là, l'autisme, c'était un symptôme. Et donc, ça a été une erreur, finalement, historique d'utiliser ce terme pour décrire ce qui est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de troubles qui reflètent des anomalies de développement. Et pendant longtemps, donc, la psychiatrie a considéré que l'autisme, c'était une forme de schizophrénie infantile. Or, ça n'a pas du tout, ça ne repose pas du tout sur les mêmes processus. Et l'autisme, je le répète, est un trouble neurodéveloppemental. Ce sont des fonctions qui ne se mettent pas en route, qui ne se mettent pas en place, alors que dans la schizophrénie, c'est tout à fait un autre processus qui est en jeu. Uma das práticas corriqueiras bastante comuns para estimular a criança autista, tida como autista, para reconhecer seus próprios limites do corpo, limites do seu corpo, era envolvê-la em panos frios, que em inglês se chama packing, como se fosse fazer um pacote da criança. En France, il a été interdit récemment. À l'exception de protocoles de recherche dans lesquels la procédure serait bien contrôlée. Ma position sur le packing, je crois que vous la connaissez, vous avez dû aller voir sur Internet. Et parce que les parents avec lesquels je travaille beaucoup, qui étaient très réticents à cette pratique, ont fait appel à moi comme à d'autres spécialistes pour témoigner sur cette question. Donc peut-être il faudrait rappeler ce qu'est le packing. Ça consiste en enveloppement que l'on fait sur l'enfant avec des draps qui sont mouillés et refroidis, qui ont été mis au réfrigérateur. Et donc, on enveloppe cet enfant dans les draps froids et il y a toute une équipe qui est autour de lui et qui l'entoure et pendant que cela se déroule, l'enfant se réchauffe petit à petit et on attend des effets positifs, une certaine ouverture sociale de la part de l'enfant. Ce qui est critiquable dans cette méthode, déjà, c'est qu'elle n'a aucun fondement scientifique. On avance des choses, on dit que ça va faire du bien à cet enfant, mais il n'y a pas eu d'étude réellement sérieuse qui ait montré par quel mécanisme ça pourrait opérer. Et ensuite, c'est une méthode extrêmement violente, agressive, parce qu'on montre souvent des images d'enfants qui sourient, quand il se réchauffe dans les draps, mais on a oublié les images d'avant où l'enfant est en détresse complète parce qu'il se sent agressé. Et en fait, il sourit parce que, vous savez, quand on vous tape sur la main avec un marteau, quand vous arrêtez, vous trouvez que c'est bien. Donc je dirais que la méthode du packing, finalement, quand elle amène l'enfant à être un peu plus à l'aise, c'est parce qu'on arrête cette procédure qui, à mon sens, est assez barbare. A sua palestra aqui no Senado Federal foi sobre sinais precoces, a identificação dos sinais precoces do autismo e como
como intervir também precocemente. O que podemos dizer sobre os progressos mais recentes nessas duas áreas? Ce qui peut apporter de l'espoir aux parents, c'est qu'on prenne vite leur enfant par la main pour le faire progresser. Pendant longtemps, on a beaucoup différé le diagnostic. Les professionnels avaient peur de prononcer ce mot, ou alors ils ne savaient pas repérer les signes, mais toujours est-il qu'on avait des familles qui étaient en errance, qui cherchaient des solutions, qui ne comprenaient pas les comportements de leur enfant. Et donc on a vu des familles complètement détruites par cette pathologie qui est très lourde. Et à l'heure actuelle, on a les moyens de rechercher les signes précocement. La difficulté, c'est qu'on a affaire à un trouble neurodéveloppemental, mais on n'a pas d'indicateur biologique. C'est assez paradoxal. Il y a des pathologies en médecine où on va faire un test sanguin et on va trouver qu'il y a une pathologie, on va pouvoir corriger. C'est le cas par exemple de l'hypothyroïdie dans laquelle j'ai travaillé à un moment de ma carrière. Dans l'autisme, il faut attendre les signes comportementaux. Il faut les observer. Alors autrefois, on disait que l'autisme, on pouvait faire le diagnostic à 3, 4, 5 ans. Maintenant, on a les moyens de le repérer assez tôt. J'ai moi-même, avec mon équipe, réalisé une étude en Midi-Pyrénées, la région de Toulouse, une étude dans laquelle nous avons mis au point un dispositif de diagnostic précoce avec 2 techniques. Un questionnaire qui est destiné aux parents, par lequel ils peuvent exprimer leurs premières inquiétudes, et une série de petites observations qui sont proposées dans le cadre d'une consultation avec soit un pédiatre, soit un médecin généraliste, soit au cours d'une rencontre avec un professionnel de la petite enfance. Et il s'agit de petites situations simples dans lesquelles on va repérer si un enfant prête attention, s'il est capable de partager socialement, s'il répond à l'appel de son prénom, s'il peut imiter, s'il peut faire des jeux symboliques. Et à partir de là, eh bien, on va déterminer un niveau de risque chez un enfant qui a 24 mois. Pour le moment, nous sommes à 24 mois. La Haute Autorité de Santé a préconisé que l'on établisse les diagnostics dès l'âge de 18 mois. Avec les techniques comportementales, c'est un peu délicat parce que ce sont des techniques qui ont une marge d'erreur, qui présentent une marge d'erreur. Donc autant on veut faire des diagnostics précoces, autant on doit faire attention lorsqu'on n'est pas sûr de ne pas agresser les parents avec un diagnostic qui s'avérerait faux par la suite. En tout cas, pour les enfants qui vraiment vont voir ce diagnostic précisé, confirmé par la suite, c'est un grand progrès de pouvoir faire ce diagnostic aux alentours de 2 ans afin de mettre en route immédiatement des mesures de stimulation. Donc pour l'instant, on est aux alentours de 24 mois. Dans mon laboratoire, on a un nouveau projet qui est très ambitieux et qui repose beaucoup sur les nouvelles technologies. Nous avons décidé de rechercher la possibilité de confirmation d'un diagnostic dès l'âge de 1 an, parce que nous savons que les troubles sont présents à cet âge-là, en utilisant de multiples indicateurs. C'est-à-dire un indicateur à lui seul ne permet pas de faire un diagnostic. Par contre, plusieurs indicateurs qui vont dans le même sens vont pouvoir confirmer éventuellement un diagnostic. Ces indicateurs, ce sont par exemple un accroissement du périmètre crânien entre 6 mois et 1 an. Un examen qui va être utile, c'est l'IRM, l'imagerie cérébrale, puisqu'on a montré que
à l'âge d'1 an, des enfants ordinaires, lorsqu'ils entendent parler leur langue maternelle, ont toute une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau social qui est activée. Et des chercheurs américains ont montré que au même âge, des enfants qui vont être diagnostiqués autistes par la suite ne présentent pas la même activation. Donc c'est un autre indicateur. Ensuite, on utilise aussi l'oculométrie, l'eye tracking. C'est un appareil par lequel on va suivre le regard de l'enfant lorsqu'il explore soit un visage, soit une scène. On a montré qu'un enfant ordinaire, vers l'âge d'1 an, va focaliser son attention sur la partie du visage qui est la plus riche en informations sociales. C'est toute la zone haute, les yeux, le nez, ça forme une espèce de triangle. Si un enfant ordinaire d'1 an est placé devant l'eye tracker, on va voir le tracé de son regard, c'est ça, c'est le triangle. Un enfant qui verra son diagnostic d'autisme posé par la suite, lui va s'intéresser à des petits détails qui n'ont aucun intérêt pour le contact social. Par exemple, il va regarder le sommet de la tête, la limite des cheveux ou le menton. Et donc c'est un autre indicateur. Ensuite, on a le EG également, et puis on a le comportement. Donc on a l'ambition, avec ces différents signes, de peut-être pouvoir confirmer les diagnostics à la période où vraiment le trouble est déjà là et où on pourrait déjà faire quelque chose. Et donc l'espoir pour les parents, c'est effectivement de diagnostiquer, mais d'une manière suffisamment sûre, et de pouvoir mettre en œuvre tout de suite des mesures d'aide pour que l'enfant se développe mieux. A senhora está à frente de trabalho lá na França, à frente de centro de pesquisa sobre o autismo. Fale pouco de como estão as pesquisas lá. Le CERESA, c'est une association que j'ai créée avec des parents. Et je suis très fière de cela. CERESA, ça signifie Centre d'éducation et de services pour l'autisme. Et donc c'est une œuvre collective avec des parents à l'époque où l'intervention précoce se faisait très peu. Nous avons décidé de prendre les choses en main ensemble. Et grâce au lien que j'entretiens entre l'association et mon laboratoire de recherche, nous pouvons mettre en œuvre des choses qui sont innovantes, qui ne se passent pas ailleurs. Et donc, c'est ce qui se passe au CERESA. Nous avons pu mettre en place l'intervention précoce depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et puis, donc il a fallu se mobiliser pour trouver de l'argent. L'Europe nous a aidés. Moi, j'ai apporté de l'argent par des formations que je fais. J'ai apporté de l'argent par des programmes de recherche. Et enfin, nous avons été entendus, c'est-à-dire que les collectivités, dont c'est la responsabilité d'aider les parents, nous ont donné des moyens et nous avons ouvert une structure, un service d'éducation et de soins à domicile qui accueille actuellement 38 enfants. Nous avons développé aussi dans le Lot, qui est un département proche de Toulouse, une structure expérimentale de 15 places. Nous venons d'ouvrir une petite unité d'enseignement. C'est une structure que le 3e plan autisme en France a prévu. C'est une toute petite classe avec 7 élèves et beaucoup de professionnels de manière à pouvoir les stimuler de manière assez individualisée. Et puis, il y a la structure associative qui reste en place. C'est la structure, c'est ma plateforme d'innovation. C'est là où j'essaie, toujours avec les parents, avec leur accord, avec leur motivation, de mettre en place des choses nouvelles. Como a senhora se sente quando é reconhecida como nome que leva esperança aos pais dos autistas?
J'en suis très honorée, je suis très heureuse. J'ai vraiment une relation proche avec les parents parce que j'ai connu cette période où les gens les culpabilisaient. J'ai eu la chance de partir aux États-Unis pour étudier en Caroline du Nord avec le professeur Eric Schopler. Et là, alors que pendant toutes mes études, on m'avait raconté que les parents, il fallait les maintenir à distance, qu'il fallait pas trop s'impliquer, là, j'ai vu des gens qui travaillaient, des professionnels qui travaillaient la main dans la main avec les parents, qui vraiment mettaient toute leur énergie pour arriver à soutenir l'enfant, qui restaurait les parents dans leur rôle d'éducateurs et de parents. Et je suis revenue avec cette idée forte qui m'a valu beaucoup d'agressivité de la part de mes collègues au départ. Mais j'ai toujours eu justement les parents à mes côtés. On a été ensemble. Et maintenant, ce que je disais il y a une trentaine d'années, après être revenue de cette formation, j'ai le plaisir de voir que la haute autorité de santé maintenant a donné des recommandations auxquelles j'ai participé d'ailleurs, qui vont dans ce sens-là. Donc, j'ai une certaine fierté d'avoir compris des choses importantes avant beaucoup de gens. J'ai une certaine tristesse aussi parce que je me dis il a fallu plus de 30 ans pour inverser les choses et il y a encore du chemin à parcourir. Merci à vous. Merci beaucoup. Muito obrigado. Cidadania conversou com Bernadette Roger, psicóloga clínica, professora da Universidade de Toulouse, sobre o autismo. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode ver de novo ou baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.